France 3. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Alpes, à la une de votre journal régional. La nouvelle manifestation contre la loi travail dans toutes les grandes villes des Alpes. La mobilisation ne faiblit pas. Près de 2000 personnes à Grenoble où quelques perturbations sont à signaler pour lutter contre les débordements violents. Le député au Savoyard Bernard Accoyer veut déposer une proposition de loi visant à responsabiliser financièrement les organisateurs. Il est l'invité du Journal des Alpes. À Annecy, le célèbre Palais de Lille est en pleine rénovation. 1 an de travaux pour ce bâtiment du XIIe siècle, l'emblème de la ville que tout visiteur photographie. Le calendrier des travaux et l'installation des échafaudages tiendra d'ailleurs compte de la saison touristique. Les amateurs d'art isérois révèlent au grand public leurs trésors cachés. L'exposition Collection partagée au musée Hébert de la Tronche réunit une 60aine de peintures et sculptures qui retracent l'histoire culturelle de Grenoble de ces 30 dernières années. Nouvelle journée d'action donc pour les opposants à la loi travail et les cortèges sont toujours importants et les craintes d'incidents violents aussi grandes. À Grenoble, 150 policiers étaient aujourd'hui mobilisés. Ils sont intervenus à plusieurs reprises pour éviter des débordements et ont procédé à 2 interpellations. Marie Michelier, Nathalie Rapuc, Céline Aubert. La pluie ne les a pas démobilisés. Face à la fermeté du gouvernement, près de 1900 manifestants ont une nouvelle fois protesté à Grenoble contre la loi travail, la deuxième en 48 heures. Parti de la gare vers 10 h ce matin, le cortège a sillonné les rues du centre-ville pour rejoindre la place de Verdun. Un défilé encore une fois sous surveillance, avec près de 150 hommes mobilisés du côté des forces de l'ordre pour éviter tout débordement. Des forces de l'ordre qui ont mené plusieurs opérations de contrôle dans la foule, l'une d'elles menant à l'interpellation dans la matinée d'un adolescent de 16 ans. Muni d'un masque à gaz militaire et d'un couteau, il a été interpellé et placé en garde à vue. À la mi-journée, fin de la manifestation officielle, une centaine de jeunes et militants se réclamant de nuit debout poursuivent le mouvement, gagnant le secteur de la gare. Accueillis par un cordon de policiers, ils ne s'installeront finalement pas sur les rails du tram comme envisagé. Direction alors la permanence du PS, déjà plusieurs fois malmenée. Mais là encore, la présence policière mettra fin à toute velléité. La déambulation s'achève vers 15 h aux abords de la place Victor Hugo où des affrontements éclatent. Un homme de 21 ans s'en prend aux forces de l'ordre avec un panneau de signalisation. Interpellé, il a lui aussi été placé en garde à vue. Alors on connaît bien les slogans des manifestants qui exigent le retrait de la loi travail et on connaît un peu moins leur sociologie. Qui sont ces personnes qui, jour après jour, continuent à se mobiliser? Syndicalistes, étudiants, activistes du mouvement Nuit debout ou simples sympathisants? Céline Aubert et Nathalie Rapuc sont allées à leur rencontre pour connaître leur profonde motivation. 2 mois qu'ils sont dans la rue et même un peu plus nombreux à chaque manifestation. Dans la foule, nous croisons Cécile, animatrice, musicienne dans les écoles et fonctionnaire. Elle est ici, nous dit-elle, pour éveiller les consciences. J'ai pas d'enfants, mais peut-être que j'en aurai. Et je travaille avec plein d'enfants et je le fais aussi pour eux, parce que c'est pas ça que je leur souhaite. C'est pas un monde individualiste où les devises de la France, c'est pas ça, mon Dieu. À Grenoble, aujourd'hui, malgré la pluie, le cortège était bien fourni. Qui sont-ils, ces gens qui manifestent pour la 7e fois contre la loi travail? Les jeunes sont nombreux. Myling a 17 ans. Elle se destine à la psychologie. Elle s'inquiète pour son avenir et celui de ses proches. J'ai pas envie de voir ma mère, par exemple, travailler, à se casser le dos et de plus la voir la journée. Et quand elle rentre, elle sera hyper fatiguée. C'est pas possible. Ou qu'un jour, on la vire parce que elle avait besoin de s'occuper de moi parce que j'étais malade, quoi. Des jeunes et des vieux aussi. Retraités mais toujours syndiqués, militants de la première heure, comme Robert. Cet ancien curé de 82 ans s'est battu toute sa vie dans les rangs de l'Action catholique ouvrière. Il ne rate aucune manifestation, comme une cure de jouvence. Il y en a qui ont crié « papy avec nous, les papys avec nous ». Voilà, ça m'a fait plaisir. Ça m'a rajeuni de 80 ans. J'ai 82 ans. Voulez-vous battre pour les jeunes? Eh? Vous voulez vous battre pour les jeunes? Pour et avec.
Il y a aussi ceux qui ont adhéré au mouvement Nuit debout. David est membre d'une association d'aide au logement. Il est dans le collectif depuis le début. Il dénonce, lui, un changement de société. Aujourd'hui, le code du travail ne sera plus celui qui fait le code qui fait référence, mais ce sera les accords à l'intérieur des entreprises qui permettront de licencier les individus. Certains sont vent debout, d'autres sont assis. Il faut dire qu'André a 87 ans. La première fois qu'elle a manifesté, c'était le 11 novembre 1943, face aux Allemands. Elle avait 14 ans. Je suis toujours convaincue qu'il faut descendre dans la rue pour manifester, pour lutter, pour arriver à une meilleure société. Vous y croyez encore? J'y crois encore. Et ça arrivera, j'en suis sûre. L'espoir, le besoin de dire non, quelquefois l'envie d'en découdre. C'est tout ce petit monde qui est dans la rue pour s'opposer à la loi travail. Certains demandent la démission de leurs élus et se verraient bien donner une fessée à Manuel Valls. Alors dans la région, peu de débordements aujourd'hui, ce n'est pas le cas là, lors des précédentes manifestations, notamment celle du mardi 10 mai à Grenoble ou bien celle à Rennes ou à Paris. Pour lutter contre ces dégradations, Bernard Accoyer, député Les Républicains de Haute-Savoie, a annoncé qu'il allait présenter une proposition de loi visant à responsabiliser financièrement les organisateurs d'une manifestation. Bernard Accoyer, bonsoir, vous êtes en direct de Mettey, où a lieu une réunion de l'agglomération. À première vue, on a un peu l'impression d'un effet d'annonce, parce qu'on voit mal comment on peut rendre responsables les organisateurs d'une manifestation d'éventuels débordements. Il y a un problème majeur qui est créé par le fait qu'après chaque manifestation, en tout cas c'est encore survenu aujourd'hui même à Nantes, à Rennes, il y a des actes de violence, parfois d'une violence inouïe, on l'a vu hier à Paris, des exactions, des dégâts. Mais comment rendre responsables les organisateurs d'une manifestation de ces actes qui sont... Et je vais y arriver. Et le fait qui déclenche tout cela, c'est le choix du trajet, c'est le fait qu'il n'y a pas un service d'ordre assez important. Et dans ces conditions, le fait initial qui est à l'origine est celui-ci. Donc il ne s'agit pas de sanctionner la manifestation, de remettre en cause le droit de manifester, mais bien de tenir compte de ce qui est en train de survenir dans notre pays, c'est-à-dire des dérapages que les organisateurs n'arrivent pas à empêcher et dont d'une certaine façon, parce qu'ils ils ont choisi tel ou tel trajet, telle ou telle manifestation, ils ont déclenché la survenue indirectement. Et la priorité qui me mobilise, c'est ce qui se passe face aux forces de l'ordre. 350 blessés. 350 blessés parmi les fonctionnaires qui sont chargés du maintien de l'ordre, c'est insupportable, on ne peut pas continuer comme cela. Justement, est-ce que ce maintien de l'ordre, est-ce que ce sont les manifestants eux-mêmes qui doivent l'organiser ou est-ce que ce sont les forces de l'ordre elles-mêmes qui doivent le rendre obligatoire? On a souvent l'impression que jusqu'à présent, elles attendent le débordement, sous ordre sans doute, au lieu d'intervenir plus rapidement. Écoutez, les forces de l'ordre, ça n'est pas de la chair à canon, ça n'est pas de la chair à insulte, ça n'est pas de la chair à pavé. Et il faut que chacun prenne conscience que s'il y a une république, s'il y a des droits qui peuvent être respectés, c'est parce qu'il y a les forces de l'ordre qui sont justement chargées de faire respecter le droit. Et donc, dans ma proposition de loi, qui suscite un intérêt important, il s'agit que chacun prenne sa responsabilité, y compris ceux qui, indirectement, vont provoquer un enchaînement d'événements, de manifestations et de violences, même si les premiers, les organisateurs, n'ont pas voulu eux-mêmes ces violences. Il y a un changement aujourd'hui dans les manifestations. Vous êtes inquiet, vous, sur l'évolution de ces manifestations publiques. Vous notez que la violence est de plus en plus présente parce que maintenant, ce n'est plus des pilleurs de magasins. Hein. Ce sont réellement l'expression d'une volonté politique, les dégradations. La violence, c'est partout. La violence, elle est dans les insultes. Elle est ensuite dans des affiches, on l'a vu, et je les dénonce. Et elle est aussi dans des faits, des agressions, d'une violence inouïe contre des hommes et des femmes et qui ont simplement choisi le métier de défendre la loi et de défendre par définition les citoyens qui sont les plus faibles. Bernard Accoyer, merci. Pour dire non à la loi travail, pas de manifestation mais des barrages pour les routiers savoyards dans la zone industrielle de Bissy, entre Chambéry et La Motte-Servolex. Les accès à ces deux communes étaient quasi impossibles. Tout s'est déroulé dans le calme et sous la pluie. Claudine Longuy-Bernard et Frédéric Pasquette.
L'avenue de la Houille Blanche est la zone principale de chargement et déchargement de nombreuses entreprises de transport du département. Les routiers ont donc bloqué cette avenue à ses deux extrémités. Ils avaient déjà alerté sur les conséquences de la loi travail sur la rémunération de leurs heures supplémentaires. Le recours du gouvernement à l'article 49.3 fait déborder le vase. On constate aujourd'hui qu'ils passent en force les choses et que j'ai pas l'impression que les patrons du transport iront dans son sens par rapport au fait qu'ils ne toucheront pas aux heures supplémentaires. Pourquoi, à votre avis ? Leur intérêt, simplement les bénéfices. Voilà, on est dans une société capitalistique, nos patrons sont des capitalistes, ils sont là pour faire du profit et forcément leur but ça sera de jouer sur nos salaires, c'est le seul lien qu'ils auront pour gagner un peu plus. Dans la profession, les salariés ne travaillent pas 35 heures par semaine. Les chauffeurs routiers affichent plus régulièrement jusqu'à 200 heures par mois au compteur. La loi travail prévoit qu'un accord d'entreprise pourrait permettre aux employeurs de baisser la rémunération des heures supplémentaires. Pour les autres professionnels venus rejoindre le mouvement, c'est la perspective d'un travail à bas coût qui ne concerne pas que les routiers. En fait, la loi elle va s'appliquer sur tous les salariés, pour tout le monde. On va tous manger bon. C'est pour ça que tout le monde est concerné à tous les niveaux. Et on ne peut pas accepter ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on voit le gouvernement qu'on a, ça fait vraiment peur. Et c'est toujours travailler plus pour en donner encore plus à l'État. Et qui c'est qui s'enrichit ? On revient au temps des rois. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi on va travailler dans des conditions pareilles. Les barrages ont été levés peu après midi, mais les routiers se sont donné rendez-vous dimanche 22 mai entre 11h et 15h sur l'aire de l'Abysse de l'autoroute A43 pour rencontrer et échanger avec les conducteurs européens sur leurs conditions de travail. On reste sur la route avec cette annonce du département de la Savoie pour contourner la coulée de boue du Fresnay et éviter la déviation par Saint-André, très délicate. La gratuité de l'autoroute entre Saint-Michel-de-Maurienne et le Fresnay a été décidée en collaboration avec la SFTRF à partir de demain 6h et uniquement pour les véhicules de catégorie 1, 2 et 5. Route encore avec la énième fermeture des gorges de l'Arly en raison d'une coulée de boue, là aussi entre les Molières et le pont des Motets. Elle venait d'être rouverte vendredi dernier grâce à la mise en place de 2 alternats. Jean-Christophe Solari, Didier Alban. Les techniciens des routes de la Savoie avaient fait tout leur possible pour rouvrir les gorges de l'Arly vendredi dernier, jusqu'à installer un mur de protection sur la chaussée au niveau d'une coulée. Mais voilà que les pluies diluviennes de la nuit dernière ont eu raison de leurs efforts. Cette nuit, donc avec environ 30 mm d'eau, on a eu une coulée de matériaux qui a atteint un seuil avoisinant les 2 mètres de haut par rapport aux 3 mètres de la rangée des blocs béton, seuil qui est plus acceptable en termes de sécurité pour les usagers. Lors d'une prochaine coulée, la boue risque en effet de passer par-dessus le mur, les pierres de sauter le filet. Impossible dans ces conditions d'autoriser la circulation. Ce secteur entre les Molières et le pont des Motets fait actuellement l'objet d'études. Le glissement de terrain était apparu au début du mois de mars. Les travaux de protection à venir s'annoncent importants, mais dans l'immédiat, il s'agit de rouvrir la route. Cet après-midi, on mobilise 2 pelles mécaniques et un chargeur qui interviendront soit ce soir, soit à partir de demain matin pour purger tous les matériaux qu'on voit à l'arrière des blocs béton. Un travail qu'il faudra peut-être recommencer dès lundi prochain. De nouvelles pluies sont annoncées pour dimanche. Justice à présent, un ancien policier de la brigade anticriminalité de Chambéry, jugé pour avoir gravement blessé un marginal en 2010, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis aujourd'hui par la cour d'appel de Chambéry. En mars 2015, Pierre Lombard avait été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, par le tribunal correctionnel. En dépit de cette peine réduite, l'avocat de l'ex-policier indiquait que son client avait l'intention de se pourvoir en cassation. De son côté, l'avocat de la victime, encore handicapé, s'est étonné que la peine soit moindre, alors que contrairement au jugement devant le tribunal correctionnel, la Cour a reconnu une faute grave, détachée du service. Et puis pour les fans de la star de télé-réalité Nabila, originaire d'Ambilly en Haute-Savoie, eh bien sachez que le tribunal de Nanterre l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois fermes. Nabila Benati avait poignardé son compagnon à 2 reprises en 2014. Le loup à Chichiliane, suite après une rencontre entre le maire et les services préfectoraux, des tirs de défense ont été autorisés pour les éleveurs qui mettent en place les mesures de protection minimales. La préfecture estime en effet que les attaques les plus meurtrières sont observées sur les troupeaux qui ne sont pas ou peu protégés au moment de l'attaque. Toutes les précisions sur notre site internet alpes.france3.fr.
Pour les touristes, à présent, il y a dans chaque ville une photo incontournable à faire. Alors la Tour Eiffel à Paris, Fourvière à Lyon, la Bastille à Grenoble et le Palais de Lille à Annecy. Mais cette ancienne prison est actuellement en plein travaux de rénovation et les échafaudages vont donc gêner les clichés. D'où l'instauration d'un planning des travaux adapté. Xavier Schmitt, Florine Heba. C'est le rituel de tous les touristes, la photo devant le Palais de Lille. Cet édifice à l'allure médiévale est le plus emblématique de la Venise des Alpes. Il va subir une cure de jouvence, des murs aux toitures, mais en respectant la diversité de l'architecture. Entre le XIIe et quasiment le XIXe siècle, on a refait régulièrement le bâtiment pour l'entretenir, pour l'agrandir. Donc chaque morceau, chaque partie du bâtiment est composée d'une nature de pierres différente. Donc le bâtiment est un peu un mélange de briques et de broc et qui crée son image pittoresque que l'on aime bien. Le Palais de Lille est surnommé les vieilles prisons. Elles ont servi du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, voisines du tribunal, puis de l'administration. Mais c'est le mauvais état de la charpente qui justifie la restauration du bâtiment. Certaines poutres remontent au XVIe siècle. Une analyse indique ce qui pourra être conservé. Pendant le chantier, cette analyse sera complétée par une analyse archéologique faite par un spécialiste de la charpente de la moitié sud-est de la France. Le chantier est orchestré par la communauté d'agglomération. Il bénéficie d'un financement au titre des monuments historiques. C'est 1 800 000 €, toutes taxes comprises, mais c'est un monument qui est un monument protégé, qui est inscrit au patrimoine historique. Donc il y a d'une part une intervention de l'État et d'autre part du département de la Haute-Savoie qui est attendu, ce qui va faire un coup net pour l'agglomération aux alentours de 900 000 €. Le Palais de Lille est la star des souvenirs. Le chantier qui va durer 1 an doit gêner le moins possible l'attraction touristique. Sur la façade la plus photographiée, les échafaudages ne seront montés qu'à l'automne. Tourisme encore avec le toujours très attendu Pavillon Bleu, le label de qualité de nos plages. Sur nos 3 départements, 6 plages et 2 ports font partie de la liste. Marie Michelier. Comme les cuisiniers ont leurs étoiles, les films leurs palmes, les communes nautiques ont-elles leur pavillon bleu. Et jamais la France n'aura avant cette année hissé autant de bleu synonyme de bonne qualité des eaux de baignade et de plages propres. À l'heure où se baignait dans notre région, le palmarès 2016 récompense dans les Alpes. Côté plage en Savoie tout d'abord, la base de loisirs de Grésy-sur-Isère et le plan d'eau de Mâcon-la-Plagne. En Haute-Savoie, la plage municipale de Saint-Joriot, les plages de Saint-Dizdille et du centre nautique à Thonon-les-Bains ou encore la plage La Brune à Verrier-du-Lac sur les bords du lac d'Annecy. Le port de Sciez et le port de Rive à Thonon-les-Bains complètent la liste. Une absence à noter, celle de l'Isère, aucun pavillon bleu pour 2016. Créé il y a 30 ans, ce label à forte connotation touristique valorise chaque année le travail de communes et ports selon des critères bien précis. L'éducation à l'environnement, la gestion des sites, la propreté des plages, la gestion de l'eau et du milieu aquatique. L'ensemble des sites nouvellement labellisés seront soumis à une visite de contrôle pendant la saison estivale, de quoi assurer une cohérence entre les 49 pays attribuant ce drapeau bleu. Le sport au cœur de notre sujet grande région. Le comité de pilotage de l'Euro de football a tenu à Lyon sa dernière réunion aujourd'hui. Pendant un mois, la fête sera sous très haute surveillance, aussi bien au Parc OL qu'en centre-ville. Jean-Paul Savard, Patrick Perel. En 98, une horde joyeuse de Danois, Mexicains, Japonais, Américains avait envahi Lyon. En juin, il y aura ici, entre autres, au moins 32 000 Hongrois, 25 000 Belges, 300 000 acheteurs d'un billet pour les matchs au Parc OL. Mais en fait, il y aura beaucoup plus de monde dans l'agglomération. L'heure sera à la fête et pourtant, elle est grave. Le préfet a dit que la France restait une cible privilégiée de Daesh et que les moyens maximum de sécurité seraient déployés à Lyon dans le cadre du plan Orsec. 80% des effectifs de police seront sur le terrain, plus l'armée. Il ne faut pas qu'une partie du territoire se sente abandonnée parce qu'on sera uniquement mobilisé sur les lieux des matchs et sur les lieux de fan zone. C'est vrai pour la sécurité au sens sécurité publique, c'est vrai aussi dans l'organisation des secours. Donc nous veillons à couvrir la totalité du territoire et à être plus forts, plus mobilisés sur les lieux de grands rassemblements. Le Parc OL accueillera 6 matchs, à chaque fois près de 60 000 spectateurs, avec un système de transport en commun encore plus sophistiqué que pour les matchs de l'OL. Mais la fan zone installée place Bellecour en plein centre-ville recevra au moins 10 fois plus de monde.
Chaque jour pendant un mois, de midi à minuit, 22 000 Européens y partageront la retransmission de tous les matchs sur écran géant. Ceux qui vont venir pour l'Euro 2016, ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent. Et donc il est important de leur faire voir le centre-ville, de leur faire voir comment notre ville est attractive. Là, nous concentrons, donc nous sécurisons avec une fan zone qui va avoir des portiques, où il va y avoir une dépose de sacs. Donc nous essayons de penser la sécurité maximale, mais en même temps le plaisir le plus grand pour celles et ceux qui viendront à Lyon. Malgré l'état d'urgence, Lyon aspire à une fête aussi belle qu'en 98, sinon plus. Une exposition pas comme les autres pour terminer ce journal. Le musée Hébert de la Tronche en Isère a rassemblé des pièces rares appartenant à des collectionneurs. Denis Vignaud-Duguet, Jean-Pierre Rivet. Dans Collection partagée, le musée présente une soixantaine d'objets choisis parmi près de 400 peintures, dessins et sculptures rassemblés par ces collectionneurs désireux de garder l'anonymat mais aussi de partager ses œuvres à la fois entre eux et avec le public. Ce qui est essentiel dans cette démarche très originale, c'est que les collectionneurs achètent, choisissent librement, mais avant d'accrocher l'œuvre chez eux, ils la font tourner chez les autres membres de l'association. D'où le titre « Collection partagée », parce qu'il s'agit bien d'une collection partagée au moins un temps, et qu'ils partagent à nouveau avec nous en nous proposant de venir l'admirer au musée Hébert. C'est en 1983 que Pierre Gaudibert, alors conservateur du musée de peinture et de sculpture de Grenoble, a l'idée de réunir ces Isérois passionnés d'œuvres d'art au sein d'une association baptisée depuis Pelagato. Au total, une douzaine de personnes qui ont accepté de prêter une partie de leur collection au musée Hébert. Comme pour leur rendre hommage, un mur de l'exposition spécialement aménagé pour la circonstance a été baptisé « Mur des collectionneurs ». Choisissant les œuvres que j'allais présenter, j'ai vu leur accrochage qui est très particulier. Ce n'est pas du tout un accrochage de musée. Et donc j'ai voulu redonner l'esprit de cet accrochage un peu dense qu'on trouve dans les maisons de collectionneurs. Relativement chronologique, l'exposition constitue un véritable panorama de la vie culturelle grenobloise des 30 dernières années. À découvrir dès ce vendredi jusqu'au 12 septembre, de l'autre côté, l'espace d'exposition temporaire du musée Hébert situé face à la maison du peintre. Tout de suite, la météo régionale, puis la suite du 19-20. N'oubliez pas notre site internet alpes.france3.fr pour voir et revoir tous les reportages et nos émissions. Je vous souhaite une excellente soirée.